Le seul nom de Bugatti évoque des voitures de course d'excellence et de luxueuses automobiles et d'une durée de vie incroyable. Des voitures cotées à plusieurs millions de dollars. Elles ont gagné des courses et tous les amateurs d'automobiles du monde furent fascinés par les Bugatti. Elles étaient rapides, belles et très chères, et sont maintenant entrées dans la légende. Une Bugatti des années 30, classique comme la Royale, fut vendue pour 20 millions de dollars en 1997. Le montant le plus élevé payé pour une mise aux enchères. 6 Royales furent construites. Ces voitures de roi représentaient le rêve d'un seul homme, celui d'Ettore Bugatti. Tout ce que Bugatti touchait avait du style. Il était obsédé par la création d'objets uniques. La différence ne le gênait pas. Ettore Bugatti tenait sa passion du beau de sa famille, artiste européen avant-gardiste. Je pense que c'était une caractéristique des Bugatti d'avoir eu pendant près de 100 ans une famille dotée de dons artistiques extraordinaires, plus particulièrement développés chez 4 de ses membres. L'ADN d'Ettore le poussa à créer des voitures étourdissantes. Des voitures sur lesquelles se sont penchés des dessinateurs, étudiants ou historiens de l'automobile, et convoitées par des collectionneurs fortunés et des fans de course. Encore aujourd'hui, certains constructeurs espèrent faire revivre un peu la magie Bugatti. Cette légende qui commença à la fin du XIXe siècle. Ettore Bugatti vint au monde en 1890, au moment où les voitures commençaient à apparaître sur les routes d'Europe. Seuls les plus fortunés avaient des voitures. Ceci était vrai à Milan, la ville natale de Bugatti. Ettore était fasciné par leurs possibilités. Il voulait prendre part à l'ère naissante de l'automobile. Son père, créateur de meubles renommés, pensait que son fils suivrait sa trace et serait un artiste. Rembrandt, le jeune frère d'Ettore, avait des dons pour la sculpture. Rembrandt était doué pour la sculpture animalière et connaîtra le succès et la reconnaissance dans une galerie parisienne. Ettore voulut faire plaisir à son père et commença la sculpture tout en sachant que ce n'était pas sa voie. Apparemment, Ettore n'était pas sûr de lui et se rendait compte que Rembrandt était, lui, un grand artiste. Aussi abandonna-t-il l'art traditionnel, comme la peinture et la sculpture, à son frère et chercha une activité lui permettant d'exprimer ses talents artistiques. En 1898, à 17 ans, il décida de suivre son propre rêve, la conception d'automobiles. Il se plongea dans les moteurs des voitures de sport. Il devait s'y mettre. Ettore acheta un tricycle, un Piretti Estuchi. Que pouvait-on bien faire avec un tricycle surdimensionné pour enfants? Il y avait un moteur qui actionnait les 2 roues arrière. Ettore décida de le démonter pour voir comment il fonctionnait et de le remonter. Il gagna avec quelques compétitions. Mécontent de ses performances et sachant qu'il pouvait mieux faire, Ettore modifia son tricycle motorisé. Il pensa, comme beaucoup d'autres, qu'il pouvait améliorer le modèle. Il ajouta un moteur pour actionner chacune des roues arrière. Il gagna en vitesse et remporta un peu plus de courses. Il dit alors « Ok, si ça marche pour 2, je vais installer 4 roues et 4 moteurs. » Mais ça ne fonctionna pas. Aucunement ébranlé, il mit au point la Type 2 et en 1901, il participa à l'exposition internationale de Milan. La nouvelle voiture d'Ettore remporta la Coupe de la Ville ainsi que la médaille spéciale de l'Automobile Club de France. Il décrocha également un contrat de 7 ans avec la compagnie de Dietrich.
Très vite, il se rendit compte que le travail en usine n'était pas pour lui. Seule l'intéressait la conception de projets et non la fabrication. Bugatti quitta de Dietrich et occupa plusieurs postes de concepteur et d'ingénierie, tout en continuant à créer des voitures pour lui. Il réussit à créer une voiture qu'il pensait pouvoir fabriquer lui-même, la Type 10. Il trouva un atelier de teinturerie abandonné dans la ville alsacienne de Molsheim et contacta la banque locale pour trouver des fonds. Les 2 fils du banquier étaient des mordus de voiture et lui consentirent un prêt. Maintenant, il avait une nouvelle voiture et un atelier, mais il devait promouvoir son entreprise. Depuis toujours, les constructeurs participaient aux courses pour assurer la publicité de leurs voitures. Bugatti décida de construire des voitures de course d'une beauté jamais égalée. En 1911, Ettore participa au Grand Prix français avec la Type 13 modifiée. Le Grand Prix de 1911 fut mémorable. Personne n'avait encore vu une si petite voiture accomplir de telles performances. Son design, son concept, c'était un petit moteur puissant dans une petite voiture légère. Une bonne puissance pour son poids léger, c'est ce qui détermina la vitesse. Les autres constructeurs avaient des moteurs 4 à 5 fois plus gros que le sien. Et une de ces petites voitures arriva à la 2e place. C'était fantastique et les commandes arrivèrent. La publicité des courses déboucha sur de nombreuses ventes. Bugatti doit alors embaucher plusieurs ouvriers pour répondre à la demande. Ettore continuait d'améliorer ses modèles et il produisit une voiture de course de 100 chevaux, la Type 18. Elle fut considérée comme la première super voiture de sport. Et la Black Bess en est le plus célèbre exemple. Black Bess appartenait et était conduite par une femme, Evie Cummings, devenue célèbre par son audace et sa compétence. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'entreprise située à la frontière allemande était en plein centre de la tourmente. Il n'était pas prudent de rester à Molsheim. Bugatti enterra 3 des 4 nouvelles voitures construites et embarqua femmes et enfants dans la voiture qui restait et partit se mettre à l'abri à Milan. Pendant la guerre, Ettore réalisa un prototype destiné au moteur d'un avion révolutionnaire qui permettait d'installer une mitraillette à son bord et de tirer au travers de l'hélice. Après la guerre, Ettore et sa famille retournèrent à Molsheim et il reconstruisit sa compagnie. Il déterra tout d'abord les voitures qu'il avait cachées, les remonta et reprit les compétitions. En 1920, une Bugatti Type 13 remporta le premier Grand Prix qui se tenait au Mans. À Brescia en 1921, les Bugatti prirent les 4 premières places. Ce fait sans précédent leur valut le surnom de Brescia. Les voitures de route de Bugatti étaient souvent conduites par des propriétaires fortunés. Il construisait des voitures de course et était renommé en tant que tel. Il n'était pas courant qu'un constructeur vende des voitures de son écurie à des particuliers, mais Bugatti le faisait. Il vous encourageait à assister à une course sur tel ou tel circuit, Monaco par exemple, et vous pouviez alors acheter une de ces voitures. En 1924, les moteurs à compresseur commencèrent à faire fureur, mais Bugatti refusait de les utiliser. Pour lui, c'était une facilité qu'un bon ingénieur devait éviter. Pour concurrencer les voitures à compresseur, Ettore développa le super rapide Type 35. En plus d'un nouveau moteur et d'un châssis effilé,
il y apposa ce qui deviendra l'emblème de sa marque, le radiateur en forme de fer à cheval, qui rappelait une des créations de son père Carlo. Le nouveau prototype était prêt pour le Grand Prix de Lyon en 1924. C'était une voiture exceptionnelle. Elles étaient rapides. Il leur fallait à peine 7 secondes pour passer de 0 à 60 km/h. Leur vitesse maxi était pratiquement de 220 km/h. Une bagatelle de nos jours, mais à cette époque, ces performances en faisaient des super voitures. Mais son nouveau touring car, sorti en 1926, n'était ni beau ni rapide. Bugatti demanda alors à son fils Jean, âgé de 18 ans, de dessiner. Il créa une carrosserie pour la voiture de sa sœur. Tout comme son père et son grand-père, Jean était un artiste. Grâce à son talent de créateur, il trouva sa place dans l'entreprise familiale, mais ne commença pas au haut de l'échelle. Son travail consistait à tout apprendre sur la création et construction d'une voiture. Et il entra dans l'entreprise comme n'importe quel autre employé de Bugatti. Il apprit ainsi l'art et la manière de construire des voitures façon Bugatti. Jean était content de tout apprendre sur la fabrication des voitures, mais il rêvait de participer à une course. Son père savait le danger que représentait piloter une voiture de course et ne l'autoriserait pas à courir. Ettore avait perdu son frère bien-aimé, qui s'était suicidé, et ne pouvait supporter l'idée de perdre son fils. Jean n'écouta pas son père et commença secrètement ses essais de vitesse. Ainsi, une nuit, il fit l'aller-retour au volant de son Type 43 entre Molsheim et Paris, où il avait rendez-vous avec des danseuses de cabaret. Face aux voitures à compresseur, les Bugatti perdaient sur les circuits. Ettore revit sa position et ajouta un compresseur à ses voitures. En 1929, Bugatti ajouta des compresseurs à son Type 35, créant ainsi une voiture super légère d'une puissance de 140 chevaux destinée à gagner les courses. Cette année-là, à Monaco, les nouvelles Bugatti Type 35 remportèrent les premières et deuxièmes places. Bugatti était à nouveau dans le cercle des gagnants. Les victoires en course faisaient vendre les voitures, mais Bugatti ajouta une touche personnelle. Pour vendre ses luxueux modèles, il invita les acheteurs potentiels à passer un long week-end relaxant dans une maison d'hôtes avec partie de chasse et dîner pour les convaincre que ces voitures étaient les meilleures du monde. Une des invitées déclara que Bugatti n'avait pas vraiment de voiture pour elle. Elle ne voulait pas une voiture de course, mais elle recherchait une voiture luxueuse. Il créa alors la plus grande voiture de luxe, la Royale. L'extravagante Type 41 Royale était une voiture de roi. C'était la plus grande et la plus puissante de leurs voitures. On en construisit 6 prototypes et Jean conçut la carrosserie de plusieurs d'entre elles. Chez Bugatti, on ne se contentait pas de construire une grande voiture. Il fallait qu'elle soit la plus grande, la plus luxueuse, la plus rapide des voitures grand touring. Idéale pour les têtes couronnées, d'où le choix du nom, la Royale. Ettore rendit hommage à son frère en plaçant sur le radiateur de chaque Royale un éléphant, copie d'une des sculptures de Rembrandt. Malheureusement, Bugatti ne vendit que 2 Royales. Elles étaient trop voyantes pour un monde plongé dans la dépression économique. Aujourd'hui, chacune de ces 6 voitures se vend entre 15 et 20 millions de dollars. Leurs châssis exceptionnels firent de Jean un dessinateur reconnu et du nom de Bugatti une légende. Tandis qu'Ettore s'installe dans le commerce des voitures de luxe, son écurie collectionne les victoires. En 1930, le pilote français René Dreyfus gagna le Grand Prix de Monaco au volant d'une 35B, une autre variante de la très populaire voiture de l'écurie Bugatti. Bugatti était encore au top, mais d'autres constructeurs le rattrapaient.
Pour rester dans la course, il lui fallait un moteur plus puissant. En 1931, à Monaco, les Type 51 double 8 cylindres terminèrent en première, troisième et quatrième position. Bugatti avait réussi à construire les meilleures voitures de course du monde. Il continua de produire des voitures victorieuses, dont la 30 chevaux Type 53 et cousine de la Type 54, ainsi que la voiture de sport Type 55. Bugatti avait du mal à concurrencer les nouvelles voitures Mercedes-Benz et Auto Union, qui, grâce aux aides gouvernementales, construisaient des voitures futuristes qui dépassaient largement ce qu'ils avaient les moyens de produire. Il devait se concentrer sur les routières. C'est ainsi qu'en 1934, la voiture de tourisme Type 57 devint à sa sortie la Bugatti la plus populaire. Un an plus tard, 3 Atlantiques dessinées par Jean étaient construites. Ces voitures étaient l'essence même du génie artistique des Bugatti. Leur ligne inspirée de l'aéronautique était unique. Ces voitures sont convoitées par des collectionneurs comme Ralph Lauren, qui a restauré la sienne et a gagné des prix lors d'expositions de voitures de prestige. Il est intéressant de constater que parmi les propriétaires de Bugatti, nombreux sont les amateurs d'art, artistes, architectes et stylistes, tous fascinés par les Bugatti. Ettore a rempli sa mission et a prouvé que les automobiles pouvaient être aussi belles que rapides. En construisant ces voitures, Ettore avait créé une dynastie dans la petite province française où il s'était installé. Mais son royaume allait bientôt s'effondrer. Bugatti avait toujours considéré ses ouvriers comme sa famille élargie. Mais au milieu des années 30, le syndicalisme, la légalisation des congés payés, la standardisation des salaires commencèrent à gagner toute la France. Quelques-uns de ces ouvriers décidèrent de créer leur propre syndicat. Or, Bugatti était contre le syndicalisme. Les ouvriers eurent leur syndicat, une grande claque pour Ettore Bugatti. Bugatti se sentit trahi par les ouvriers qui n'aimaient pas ses méthodes de travail. Il passa alors la majeure de son temps loin de Molsheim et laissa les commandes de l'usine à son fils. Ettore s'installa à Paris et s'absorba dans la conception de nouveaux produits, de tout ce qui bougeait, bicyclettes, bateaux, avions et trains à grande vitesse. Tout avait alors cette touche spéciale Bugatti. Ce fut l'une des périodes les plus créatives de sa vie. Tandis qu'Ettore était occupé à Paris, Jean essayait de construire des voitures capables de concurrencer les puissantes voitures allemandes de Mercedes et Auto Union. En 1939, 2 équipes de l'écurie Bugatti démontrèrent que même ces vainqueurs du Grand Prix pouvaient être battus. Ils mirent hors course Auto Union et Mercedes et remportèrent une victoire au Mans au volant de la Type 57G, victoire qui redonna de l'espoir à l'équipe. Il restait encore une course, la dernière de l'année. Un soir, Jean essayait une des voitures qui avait couru au Mans, car le pilote d'essai n'était pas disponible. Jean se mit au volant et prit la route entre Dorillasheim et Molsheim, route longue de plusieurs kilomètres, qui leur servait souvent de circuit privé pour les essais. Jean appréciait ces moments quand il pouvait pousser une voiture au maximum, beaucoup plus maintenant que lorsqu'il l'avait fait une nuit, plus jeune, pour retrouver à Paris des danseuses de cabaret. Mais ce jour-là, il n'était pas seul sur la route. Un facteur en état d'ivresse
s'entêta à emprunter ce circuit. On lui avait dit qu'une voiture faisait des essais. Mais il s'obstina. Jean Bugatti, à la sortie d'un virage légèrement incliné, vit le cycliste et essaya de l'éviter. Jean fit un écart, percuta un poirier qui déchiqueta la voiture en deux. Jean fut tué sur le coup, il avait 30 ans. Le facteur, lui, était vivant. Un mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclata et une fois encore, les Allemands investirent l'usine Bugatti. En 1945, à la fin de la guerre, Bugatti était prêt à reprendre le travail. Le gouvernement français ne l'autorisa pas à reprendre ses activités, car il était citoyen italien, donc un ex-ennemi. Ettore fit appel et après avoir plaidé sa cause, il visita l'usine dévastée et se rendit sur les lieux de l'accident où son fils avait perdu la vie. Ettore avait gardé une des Royales pour son usage personnel, conduite par un chauffeur. Après s'être présenté à la cour d'appel, il dit à son chauffeur « Allons faire un tour à l'usine ». Il ne put y rentrer, mais décida de voir les lieux de l'accident de Jean. Il visita aussi Molsheim, une expérience très traumatisante. Ettore eut un malaise. Son chauffeur le releva et l'installa dans la Royale, et ils retournèrent à Paris. Bugatti sombra dans le coma et mourut en août 1947, sans savoir que la cour d'appel lui avait rendu son usine. On essaya de relancer l'usine et de produire des voitures dignes des légendaires Bugatti. La dernière voiture construite avec un nouveau châssis signé Bugatti fut terminée par Ghia en 1965 pour le responsable du bureau d'études de Chrysler, Virgil Exner. Elle fut présentée en 1966 au Salon de l'Automobile de Turin et tomba dans l'oubli. D'autres essayèrent de faire revivre le nom. Début 90, un groupe d'ingénieurs et de concepteurs s'associèrent pour créer une nouvelle Bugatti, la EB110. Elle était une belle voiture, mais le coût de ce projet était trop élevé et leur société fit faillite. Le nom de Bugatti revint à nouveau en 1998 quand Volkswagen acheta la licence. Sa sortie souvent retardée, la Veyron était une voiture racée, puissante, qui affichait un prix d'1 million de dollars. La légende Bugatti est intacte, même si une nouvelle voiture n'assure pas le retour sur le marché. Ces voitures hors temps sont encore sorties par des fans. Elles sont la mémoire du temps où la combinaison de l'art et de la science donnait naissance à des voitures d'exception. Les Bugatti sont inoubliables. Les Bugatti sont célèbres pour avoir remporté des victoires. Les Bugatti sont un plaisir pour la vue, qu'elle soit à l'arrêt ou sur une route à 150 km/h. Pour les passionnés, rien ne pourra égaler la touche artistique des magnifiques voitures créées par Ettore Bugatti. Maserati est un des noms les plus légendaires de l'automobile. Il évoque des coureurs héroïques se battant sans relâche. Comme tant d'autres constructeurs, un passé prestigieux ne fut pas suffisant pour éviter le pire. Mais Maserati put renaître afin de créer une fabuleuse gamme de voitures routières. La compagnie fut créée en 1914 alors que l'automobile faisait encore son apparition. Elle stimula l'imagination de millions de gens sur la planète. Les courses sur route transformaient les pilotes en véritables héros et fascinaient tous ceux qui rêvaient de conduire.
C'était une époque passionnante. En Europe, les voitures étaient plutôt réservées aux riches, mais de jeunes amateurs acharnés parvenaient à transformer une passion en métier. Les frères Maserati furent inspirés par ces machines. En 1900, ils avaient fièrement présenté leur premier véhicule à 4 roues. Le moteur monocylindre n'était pas très puissant, mais c'était un début. La Première Guerre mondiale éclata, déroutant tous leurs projets. Mais Alfieri Maserati s'occupait d'une usine de bougies de voitures et planifiait leur prochain coup. Après la guerre, les frères Maserati repartirent de plus belle et se mirent à modifier des voitures faites par Isotta Fraschini. En version d'usine, elles attiraient une clientèle fortunée avide de performance. Celle-ci appartenait à l'acteur Rudolph Valentino. Ils transformèrent ces luxueuses italiennes en voitures de course pour leurs clients et pour courir eux-mêmes. Emilio et Ernesto Maserati étaient acclamés pour leur victoire en course et Alfieri voulait construire une voiture au nom de Maserati. Un autre frère dessina l'emblème original de la marque, le trident de Neptune. Leur première Maserati, la Type 26, fut prête en avril 1926. Sa première sortie fut lors de l'exténuante course Targa Florio sur les routes vallonnées de Sicile. Le moteur surcomprimé le propulsa vers la victoire et ce fut un excellent début pour la Type 26 et son créateur et pilote Alfieri Maserati. Tadzio Nuvalori, l'ennemi juré. Tadzio Nuvalori était le pilote vedette. Mais ses collègues au sein de l'équipe Alfa Romeo d'Enzo Ferrari n'aimaient pas rester dans son ombre et Maserati sut en profiter. Ils débauchèrent Achille Varzil, qui se mit à gagner. Cette nouvelle famille semblait révéler son talent. Vainqueur à la Coppa Acerbo, au Grand Prix de Monza et au Grand Prix d'Italie, et bien d'autres courses, il devint champion d'Italie. D'autres pilotes renommés comme Giuseppe Campari de la famille des apéritifs et même Nuvalori lui-même passèrent chez Maserati. Les victoires affluaient, Maserati devenait de plus en plus célèbre. Alfieri conçut aussi des voitures de plus petite cylindrée qui convenaient particulièrement à des courses comme la fameuse Mille Miglia. Cette course tortueuse qui conduit les pilotes au travers d'anciens villages et de routes de montagnes sinueuses pour une bataille automobile de 1000 milles, soit plus de 1600 km. Ils furent classés premiers en catégorie sport en 1931. « 1932, une nouvelle année et de nouvelles victoires. Campari embrassa le drapeau à damier au Grand Prix de France. Et peu après, il eut une autre victoire au Grand Prix de Rome avec cette fois-ci Luigi Fagiolo au volant. Mais parmi toutes ces joies, il y avait des malheurs. Alfieri Maserati mourut subitement d'un problème au rein. Il n'avait que 44 ans. Mercedes entre en course. L'arrivée d'une nouvelle race de voitures venue d'Allemagne rendait les victoires difficiles pour Maserati. Les Italiens avaient bien réussi en course dans les années 20 et jusqu'à la moitié des années 30, que ce soit avec des voitures de type Formule Grand Prix ou des modèles pour circuit en anneau. Au milieu des années 30, avec les subventions que recevaient les Allemands, la concurrence devenait très rude pour des firmes comme Alfa Romeo ou Maserati. Les équipes Mercedes et Auto Union étaient redoutables.
Face à ces nouveaux bolides aérodynamiques, les autres voitures semblaient venir d'une époque dépassée. Maserati n'avait ni l'argent ni assez d'ingénieurs pour se battre contre ce mastodonte. Comme la plupart des équipes de course de cette époque, ils avaient un budget très serré. Ils n'arrivaient pas toujours à bien préparer les voitures à temps pour les courses. Ils faisaient comme ils pouvaient. Ils faisaient de leur mieux. Et en 1938, il semblait qu'il était temps de vendre. La compagnie était endettée et les frères Maserati qui restaient firent appel à un grand industriel de Modène. La compagnie fut rachetée. On leur donna des contrats de 10 ans. Mais tout allait changer. Il y eut encore des victoires, comme celle de Wilbur Shaw par exemple en 1939 et 1940 à Indianapolis. Shaw avait battu Maserati en 1937, mais les avait rejoints juste après. Aucun constructeur italien n'avait gagné d'Indy 500 auparavant. Mussolini et l'Italie en guerre. Mais le temps n'était plus à la fête. Une fois de plus, la guerre submergea l'Europe et les courses de voitures cessèrent. Les fans étaient devenus soldats et les frères Maserati concepteurs de tanks pour l'armée. Après la guerre, Maserati construisit à nouveau des routières et reprit l'activité en course. Mais une fois leur contrat expiré, les frères Maserati quittèrent la compagnie. Les frères Maserati ont monté leur propre affaire qui s'appelait OSCA, O-S-C-A. Ils faisaient toujours des voitures de course et parfois quelques voitures de ville à base de moteurs Fiat et de divers châssis. Alfa Romeo et Maserati, sans l'aide de la fratrie, reprirent la compétition de plus belle. L'Allemagne n'étant plus une menace sur la piste. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient en quelque sorte disparu du tableau pour un bon moment. Les Italiens, par contre, faisaient un retour éclair. En fait, il fut étonnant de voir que certaines compagnies italiennes avaient passé toute la guerre à préparer leur retour en course, alors que les Allemands étaient au champ de bataille. Maserati dévoila une nouvelle voiture nommée A6 GCS, dotée d'un moteur décalé et d'une carrosserie profilée. Alberto Ascari la conduisit vers la victoire lors de sa première course à Modène, le nouveau fief de Maserati. Maserati faisait son grand retour, mais un nouveau rival apparut, Ferrari. 1947 fut le début d'un duel italien mené par Ferrari et Maserati sur tous les meilleurs circuits mondiaux. En 1953, leur nouveau pilote Juan Manuel Fangio termina second au championnat du monde derrière Ferrari. Il n'en fallait pas plus pour les décider à créer une nouvelle voiture et cette 250F fut victorieuse dès 1954. Cette voiture emporta Fangio vers la victoire au Grand Prix d'Argentine où il reçut le titre de meilleur pilote au monde. L'acharnement de Maserati fut encore récompensé en 1957 quand Fangio gagna le titre de champion de Formule 1 pour la 5e fois. Fangio n'était pas le seul pilote à servir la gloire de Maserati. Stirling Moss et bien d'autres permirent à la firme de remporter toutes sortes de prix. Bien sûr, tout ceci avait un coût.
Courir en Formule 1 était vraiment coûteux. Courir dans la catégorie sport l'était également. Maserati a tenté de remporter les 2 titres et ils ont bien failli y arriver. La toute dernière course sur anneau de la saison était à Caracas, au Venezuela. Dès les premiers tours, des Maserati se sont éliminés entre elles. Il y eut d'autres cafouillages et d'autres accidents, ce qui fait qu'aucune des 5 voitures inscrites ne put finir. Ferrari se saisit du titre et certaines voitures furent même abandonnées sur place. Ce fut la fin de l'activité en compétition de Maserati. Malgré l'absence d'une écurie constructeur, Maserati continua de mettre au point des voitures avec lesquelles des amateurs ou des équipes privées pouvaient prendre la course. Les plus célèbres, les types 60 et 61 des Maserati type Birdcage, firent leur apparition en 1958. On les appelait Birdcage, cage à oiseaux, car leur châssis était constitué de plus de 200 tubes très fins. Et ces voitures légères brillaient sur les pistes de course. Une Birdcage était la voiture à avoir en 61 et 62, et tout le monde en réclamait une. La maniabilité était parfaite et le rapport poids-puissance excellent. Les Birdcage dominèrent les sportives anglaises et les Porsche. Stirling Moss en emporta une à Rouen et lui donna sa première victoire en 1959 contre une paire de Lotus 15. Elle devint très vite populaire auprès de très nombreux coureurs automobiles. Des pilotes comme l'américain Carroll Shelby eurent aussi un rôle important dans l'histoire et la légende Maserati. Mais la véritable activité de Maserati consistait à construire des routières sportives comme la Mistral, dont le souffle déferla sur le monde en 1963. La Mistral est une voiture fabuleuse. À ma connaissance, c'est une des premières berlines de série avec haillons arrière. Ce fut une des Hot Wheels les plus populaires des années 60. Tous les mômes en avaient une. Peter Ustinov préféra en prendre une vraie. La Mistral fut la dernière à recevoir le vénérable 6 cylindres en ligne. Le moteur avait évolué et ne faisait que grossir et gagner en puissance. C'était une GT très élégante. Et pour ceux qui voulaient plus d'espace, vint en 1966 une série limitée du nom de Mexico. Permettant à 4 personnes de voyager avec classe et un certain confort. Quelle élégance, quelle allure, quelle classe. D'après moi, c'est ce que Maserati a fait de plus approchant des belles Mercedes berlines ou coupées de l'époque. Maserati présenta en même temps un coupé à vous couper le souffle, nommé Ghibli, en hommage au vent égyptien. C'était une magnifique voiture dessinée par Giorgio Giugiaro. On raconte que Henry Ford Jr. fut à ce point impressionné par les Ghiblis qu'il possédait qu'il voulait acheter toute la compagnie. Sammy Davis Jr., Peter Sellers et Jean-Paul Belmondo en achetèrent aussi une. La Ghibli fut la quintessence des voitures de l'époque. Mais les propriétaires de la marque lassés du commerce automobile vendirent Maserati à Citroën en 1968. Ce fut l'occasion pour Citroën d'essayer quelque chose de nouveau. Le résultat, un modèle coupé de luxe avec un V6 signé Maserati. Ce fut la plus rapide Citroën jamais construite. Une française avec une âme italienne.
Les investissements de Citroën aidèrent Maserati à créer en 1971 la Bora, leur première voiture à moteur central. Au début des années 70, sous le contrôle de Citroën, Maserati se dirigea vers l'univers des voitures à moteur central. En ce temps-là, si vous aviez la prétention d'être une marque d'exception, il vous fallait produire des voitures de ce type. Mais le succès n'allait pas durer. Et le vent allait tourner dans la mauvaise direction. La fin des années 70 fut une époque prospère pour les constructeurs de voitures d'exception et les modèles haut de gamme. Mais au début des années 70, c'en était fini. Avec l'arrivée de l'OPEC, le prix de l'essence explosa et Maserati, comme presque tous les autres constructeurs, furent pris dans la tourmente pétrolière. Citroën aussi eut des problèmes. Renault en fit l'acquisition et Citroën abandonna Maserati. Finalement, et grâce à l'aide du gouvernement italien, Maserati fut repris par Alejandro de Tomaso. Quand De Tomaso est arrivé, il voulait construire quelque chose de très différent. Il appréciait les voitures plus petites, plus discrètes. Il aimait les voitures au caractère sportif, mais pas trop imposantes. Lui-même n'était d'ailleurs pas très costaud ni très grand. De Tomaso présenta la Biturbo en 1981. C'était une berline ultra performante. Et Maserati en vendit plus de 6000. De Tomaso a vraiment réalisé un coup de maître avec la Biturbo. La Biturbo fut un succès immédiat. Les gens se bousculaient pour acheter cette voiture. Elle s'est vraiment bien vendue. On a dit que c'était un peu la Maserati du pauvre, ou en tout cas celle de Monsieur Tout-le-Monde. Elle avait été faite pour un large public et malgré un prix assez raisonnable, elle conservait le comportement d'une voiture d'exception. En 1991, De Tomaso revint à la compétition avec la Barchetta. Il mit en place une série de courses monotypes où la Barchetta était à l'honneur. 6 courses eurent lieu sur des circuits italiens en 1992 et 10 l'année suivante, dont 2 en dehors du pays. Plus tard, certaines voitures furent équipées de phares et autres accessoires afin de pouvoir aller dans les rues. Quand De Tomaso eut à la fois des problèmes professionnels et de santé, il se mit en quête d'un acheteur pour Maserati. Fiat se présenta et acheta Maserati en 1993. 50% de la compagnie fut placée sous contrôle d'une de leurs filiales bien à part, Ferrari. En 1997, le capital était passé à 100% chez Ferrari. L'ancien rival de Maserati en était devenu le bienveillant propriétaire. Tout ce passé en commun avait abouti à une association qui allait permettre à Maserati de mettre au point une toute nouvelle gamme de voitures. Certains trouvèrent étrange que Fiat ou Ferrari achètent un tel concurrent et le remettent sur pied. C'est vraiment très malin de la part de Fiat et Ferrari car Ferrari veut à tout prix protéger sa part de marché. Ils pourraient sortir de plus nombreux modèles, mais ils ne le feront jamais, car c'est justement la rareté qui fait la valeur des Ferrari qu'ils commercialisent aujourd'hui. Et donc, pour développer leur catalogue, ils le font sous l'enseigne Maserati. La première nouvelle Maserati à être mondialement distribuée fut la Spider. Dévoilée au Salon automobile de Francfort de 2001, elle avait été très attendue et fut très remarquée. Ces voitures sont exceptionnelles. Elles sont fiables, confortables, incroyablement rapides. C'est tout simplement un plaisir à conduire. Pour attirer à nouveau ceux qui avaient besoin de plus de 2 sièges, Maserati créa la Quattroporte en 2003.
La Quattroporte a vraiment redéfini le concept de berline. C'est à la fois une voiture très stylée, avec un intérieur et un extérieur vraiment inégalés. D'autres voitures en projet, comme la Gran Sport, auraient pu faire croire que Maserati avait été réinventé. Mais c'était en fait un retour aux sources avec style et performance. Pendant plus de 90 ans, Maserati a été le créateur de voitures d'exception pour la route ou les circuits auto. C'est une compagnie qui a traversé des difficultés financières, des guerres et de nombreuses modes. Mais qui, une fois de plus, a retrouvé sa place parmi les orfèvres du grand monde de l'automobile. Pour beaucoup, ce n'est qu'un rêve. Le rêve de pouvoir un jour posséder et conduire une des plus légendaires voitures de sport jamais créées. Une Porsche. Ces voitures de rêve sont devenues la référence mondiale en termes de style et de performance pour une voiture sportive. Agréable, puissante et précise. Ce sont des voitures conçues pour ceux qui ont la passion de conduire. Porsche a bâti sa réputation en construisant des véhicules ultra performants qui séduisent les conducteurs exigeants. Les pilotes en quête de voitures racées, aérodynamiques et rapides, trouvent au volant d'une Porsche de quoi conquérir les routes les plus exigeantes. Quand on connaît leur histoire en course, il est vite fait de s'imaginer que l'on pourrait se retrouver à courir au Mans. Ou défier les dunes du Dakar dans une 911 préparée rallye. Et où qu'on les conduise, les Porsche partagent cet héritage commun d'innovation automobile. Un héritage qui s'est conduit dès le début du XXe siècle avec celui qui donna son nom à sa compagnie, le docteur Ferdinand Porsche. Pendant toute sa carrière, Porsche et ses voitures allaient être à l'avant-garde. Ses créations furent d'abord remarquées sur les routes d'Europe, alors qu'il concevait des véhicules sportifs pour divers constructeurs allemands. À partir de 1924, quand Porsche remplaça Paul Daimler chez Mercedes en tant que concepteur en chef, il se mit à créer une série de voitures rapides suralimentées. Ces modèles sportifs et puissants placèrent les pilotes Mercedes bien au-dessus de la mêlée. Ses créations les plus fameuses, la SS et la SSK à compresseur pour Mercedes, étaient aussi à l'aise sur route que sur circuit. Ces voitures étaient très maniables grâce à un centre de gravité bas et un moteur léger mais puissant. Les compresseurs triplaient le flux d'air au carburateur pour atteindre des performances allant jusqu'à 300 chevaux. Van Brohich prend place dans la voiture. C'était une puissance phénoménale, pour l'époque. Aujourd'hui, ces voitures sont les préférées des collectionneurs. Le projet suivant de Porsche fut la conception d'une voiture prototype, pour Vendrer. Cette voiture ne fut jamais produite en série et Vendrer fusionna rapidement avec 4 autres compagnies pour former Auto Union. Après la Vendrer, il se mit à travailler sur un nouveau moteur de course à haute puissance. Ce moteur allait être à la base d'une série révolutionnaire de voitures de course de grand prix, les Silver Arrows, ou Flèches d'argent. Comme les Porsche d'aujourd'hui, ces voitures avaient un moteur placé derrière le passager plutôt que devant, et une forme aérodynamique. On les considère comme étant les premières voitures de course modernes, bien en avance sur tout ce qui existait à l'époque. Elles avaient un look futuriste, mais l'association d'un moteur central et d'une suspension à roues indépendantes les rendait difficilement maniables. Toutefois, des pilotes talentueux comme Bernd Rosemeyer et Tadzio Nuvolari apprirent à les contrôler.
Auto Union et l'équipe Mercedes dominèrent les courses de Grand Prix européennes dans les années 30. Les deux équipes recevaient une subvention d'État de Adolf Hitler. Auto Union n'en aurait pas profité sans l'intervention personnelle de Porsche. Hitler fut impressionné par ce brillant ingénieur si sûr de lui. Quelques années après, en 1938, il demanda à Porsche de concevoir la Volkswagen, ou voiture du peuple. L'équipe de Porsche se mit donc à concevoir et construire cette voiture familiale, abordable et facile à réparer. Le résultat, une voiture peu chère qui pouvait facilement emprunter la toute nouvelle Autobahn à une moyenne de 100 km/h. Toujours épris de vitesse, Porsche eut l'idée d'une sportive basée sur la Volkswagen. Il put convaincre le gouvernement de financer deux prototypes, les 60 K10. Ces voitures furent construites pour une course entre Berlin et Rome. Elles devaient être au point à la fin de l'été 1939. Les voitures furent prêtes en septembre 1939, mais Hitler donna le coup d'envoi d'une course bien différente, la Blitzkrieg sur la Pologne. Le monde était en guerre. Ferdinand Porsche fut nommé président de la commission des blindés pour le ministère des Armes et Munitions. Son travail concernait les tanks et autres véhicules militaires. Afin de protéger la compagnie des bombardements alliés, elle fut répartie sur 3 sites, dont un dans la campagne autrichienne à Gmund. Cet atelier allait être comme un refuge depuis lequel Porsche et son fils Ferry relanceraient leur activité automobile après-guerre. Leur premier gros coup d'après-guerre arriva grâce à un ex-membre de l'Auto Union, Tadzio Nuvolari. Il voulait qu'on lui fabrique une nouvelle voiture de Grand Prix. Nuvolari put convaincre Piero Duzio, qui avait fait fortune en vendant des bottes à l'armée italienne, de financer ce projet. Ainsi naquit une sublime voiture de course à la pointe du progrès, la Cisitalia. Ferry Porsche en fut très satisfait et eut l'envie de ressortir les plans de son père pour une sportive Volkswagen. Les premières Porsche avaient donc des éléments empruntés à la Volkswagen, châssis, moteur et transmission, modifiés et intégrés dans une élégante carrosserie d'aluminium faite à la main. En utilisant des pièces Volkswagen, Porsche pouvait maintenir de faibles coûts de production et améliorer chaque détail pour en faire une voiture remarquable. Le style de cette voiture rappelait celui des voitures de course 60 K10 d'avant-guerre. Mais elle était plus raffinée et moderne, compacte, élégante, simple, avec des proportions classiques. Sa ligne fluide, sexy, pleine de courbes, semblait le fruit de recherches en soufflerie. Mais il n'y avait pas eu d'argent pour cela. Tout était venu de l'intuition de son concepteur. La voiture était sublime, mais il était risqué de lancer une nouvelle compagnie automobile. Il allait falloir beaucoup de travail à Ferry et sa sœur Louise pour y arriver. Dès 1948, Ferry montra la voiture dans plusieurs salons auto européens, où elle fut remarquée par la presse. Ferdinand Porsche avait toujours rêvé de produire une sportive de tout premier rang. Enfin, son rêve se réalisait. Malheureusement, en 1951, le docteur Ferdinand Porsche mourut, au moment où ses voitures commençaient à triompher sur tous les continents. C'était le début d'un nouveau chapitre de l'histoire Porsche. Ferry fit appel à l'américain Max Hoffman pour l'aider à développer sa compagnie en présentant la voiture aux fans de sportives aux États-Unis. L'Amérique, au sortir de la guerre, était la patrie d'énormes voitures peu coûteuses, et vendre une petite sportive sur un tel marché semblait être plutôt difficile. Toutefois, Ferry savait qu'il y avait aux États-Unis une passion pour la petite MG britannique et il espérait en tirer profit. Hoffman pensait qu'il fallait changer la Porsche pour qu'elle ressemble plus à une MG. Et bien que Ferry refusât, Hoffman accepta d'être son représentant. La Porsche 356 offrait plus de performance et de style qu'une MG. Elle était plus agréable à piloter, plus fiable, et malgré son prix supérieur, elle se trouva une niche de marché.
En 1954, Hoffman vendait 11 voitures par semaine, soit 30% de la production. Conduire une voiture de cette conception n'était pas banal. Le déséquilibre de poids causé par le moteur à l'arrière pouvait la faire chasser dans les virages. Il fallait avoir un bon coup de poignet et être capable de s'adapter à chaque instant. De quoi tester ses aptitudes en quelque sorte. Certains disaient « si vous pouvez conduire une Porsche, vous pouvez tout conduire ». Pour stimuler les ventes, Ferry inscrivit des voitures d'usine modifiées dans diverses courses. Il croyait au progrès que la compétition amenait aux voitures. Les 356 eurent beaucoup de succès en course, en Europe et en Amérique du Nord, avec des victoires par catégorie en 1951 et 1953 au Mans. Au milieu des années 50, Porsche fut capable de mettre au point des voitures principalement conçues pour la course, les Spyder série 550. Ces décapotables de place légère, carrossés d'aluminium sur un châssis tubulaire, étaient rapides et sensationnels. En 1955, Porsche et ses nouvelles Spyder étaient prêtes pour les 24 heures du Mans. Ferry Porsche nourrissait de grands espoirs pour les membres de son écurie qui allaient se battre avec les meilleures voitures et pilotes au monde. Plus de 250 000 spectateurs étaient présents pour ce légendaire rendez-vous européen. Ils furent émerveillés de voir les records s'envoler à chaque tour de piste. L'équipe Porsche remporta une victoire par catégorie et ne fut pas loin d'atteindre une victoire générale. Sur tous les continents. Les succès en course alimentèrent la demande pour ces rapides petites Spyder qui intéressaient même les vedettes. Mesdames et messieurs, James Dean. Salut Jimmy. Salut Jig. Nous avons demandé à Jimmy de venir aujourd'hui car il est aussi coureur. En 1955, James Dean, le jeune acteur bien connu pour son amour des voitures rapides, vint grossir les rangs des acheteurs de Spyder. Avec sa Spyder neuve, à 6 000 $, pouvant atteindre les 240 km/h, il devint vite un habitué des courses du week-end en Californie. Bien que n'ayant pas une véritable formation de pilote, il conduisit cette voiture dans de nombreuses courses et put montrer qu'il était plutôt doué. À l'automne 1955, il quitta Los Angeles en direction d'une course dans le nord de la Californie. En conduisant, il fut ébloui par le soleil couchant. Il ne vit pas la berline Ford qui s'était engagée à l'intersection. Sa voiture emboutit l'autre véhicule et James Dean fut tué sur le coup. Les années 50 touchant à leur fin, il fut clair qu'une refonte de la 356 était nécessaire pour qu'elle reste attrayante. Butsy, le fils de Ferry, fut celui qui conçut la nouvelle carrosserie. En 1963, la 901 fit son entrée au salon de l'auto de Francfort. Mais comme Peugeot revendiquait les appellations de voitures à 3 chiffres avec un 0 au centre, Porsche dut rebaptiser sa voiture la 911. C'était une voiture similaire à la 356. Une fois de plus, le moteur à refroidissement à air était à l'arrière, mais il était plus puissant avec 6 cylindres plutôt que 4. Ce qui permettait d'atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h. Ce qui manquait au catalogue Porsche, c'était une version roadster décapotable de la 911. Pour répondre aux questions de sécurité, les concepteurs décidèrent de faire une décapotable avec arceau intégré qu'ils nommèrent la Targa. La Targa de 1967 fut un succès. Les propriétaires de Porsche allaient devoir attendre 1983 pour avoir un véritable cabriolet. C'est à la fin des années 60 que fut créée une Porsche très originale, la 908. Après des débuts difficiles au Daytona 500 de 68 et une quasi-défaite au Mans, la 908 commença à gagner. Elle remporta assez de courses pour donner à Porsche son premier titre de champion du monde des constructeurs en 1969. De la 908 découla le développement d'une des plus fameuses Porsche de course, la 917.
La 917 est considérée comme la plus importante voiture de course dans l'histoire de Porsche. Elle débuta sur circuit en 1969 avec un moteur 12 cylindres de 4,5 litres développant 550 chevaux. Grâce à la 917, Porsche reçut son second titre consécutif au championnat des constructeurs et en 1970, sa première victoire incontestée au Mans. Porsche fabriqua 25 exemplaires de cette coûteuse voiture afin qu'elle entre dans la catégorie des voitures de série. Mais pour beaucoup, la seule ressemblance avec une voiture de série était qu'elle avait bel et bien 4 roues. Avec des vitesses dépassant les 350 km/h, la 908 allait connaître ses premiers problèmes. L'arrière avait tendance à se lever, et les voitures étaient dures à manier. Le problème fut résolu en redessinant l'arrière avec des coins surélevés. Cette solution aérodynamique mise en place, la 908 allait pouvoir dominer les circuits européens. Sa principale rivale, la Ferrari 512, lutta farouchement, mais en 1971, Porsche remporta une nouvelle victoire au Mans. De victoire en victoire sur le circuit du Mans, elle acquit rapidement son statut de légende. Porsche continua à participer à toutes les courses principales et à d'autres plus inhabituelles. À la fin des années 70, on trouvait des Porsche dans des épreuves d'endurance extrême. On emmenait des 911 loin du bitume pour voir si elles y étaient aussi à l'aise. Jusqu'aux confins de l'Afrique, jusqu'au bout de la course. Les gens emportaient leurs 911 dans les environnements les plus hostiles, mettant à l'épreuve les hommes et les voitures. En 1986, la nouvelle Porsche 959 série limitée 4 roues motrices prit le départ du rallye Paris-Dakar. Cette course à la Mad Max, traversant les recoins les plus sauvages du continent africain. Une version gonflée de 911 dans de telles conditions, ce serait sûrement un cauchemar. On disait que c'était une course pour les gros véhicules tout-terrain, pas pour les sportifs raffinés. Et pourtant, les Porsche furent les premières sportives à gagner le Dakar. Tandis que les courses de Porsche faisaient les gros titres, les progrès acquis en compétition profitaient aux voitures de série. Les moteurs de course surcomprimés donnèrent naissance aux ultra-véloces Carrera Turbo de 1975. Ces voitures, qui atteignaient les 260 km/h, se distinguaient par leur large pare-chocs évasé, leurs gros pneus et leurs béquets caractéristiques. Sur la route, elles étaient les voitures de série les plus rapides. Au début des années 1980, Ferry se dit qu'il était temps de passer la main à une nouvelle équipe de dirigeants. Ce groupe de concepteurs et d'ingénieurs automobiles se mit à expérimenter avec des nouvelles versions de la 911, essayant même des versions 4 roues motrices. Le résultat de ces recherches aboutit en 1989 à ce que la presse spécialisée baptisa la meilleure Porsche jamais créée. Cette Carrera 4, au prix de 75 000 $, était dotée d'un châssis intégré, réduisant la résistance au vent, ainsi que d'une transmission intégrale révolutionnaire associée à un moteur de 3,6 litres de 240 chevaux. Cette carrosserie et son châssis aérodynamique pouvaient fendre l'air et faire monter le tachymètre à près de 260 km/h. Mais tandis que les puissantes Porsche vrombissaient de plus belle, une voiture peu coûteuse, cousine des premières sportives d'antan, allait faire une entrée remarquée en 1989, la Mazda MX-5, ou Mazda Miata pour les États-Unis. Avec cette voiture, Mazda avait touché un point sensible. À moins de 20 000 $, elle était abordable et amusante à conduire. Pas besoin d'être un champion pour maîtriser ces petites voitures, mais pour un pilote chevronné, il y avait de quoi s'amuser. Le virus Miata allait se répandre. Bientôt, plusieurs marques allaient proposer d'autres petits roadsters tout aussi sympathiques. Un vrai phénomène de mode. Les dirigeants de Porsche décidèrent qu'il leur fallait aussi un roadster d'entrée de gamme. La Porsche 986, la Boxster, fut un succès immédiat.
Les gens se précipitaient chez leur concessionnaire pour en réserver une. Elle fut disponible en Europe fin 1996 et fit son apparition aux États-Unis au Salon de Los Angeles en janvier 1997. La forme de la voiture s'inspire des premières 356 et de Spider 550 classiques. Le cœur de la Boxster est un moteur Boxer 6 cylindres. Avec ce moteur central, les concepteurs avaient obtenu une voiture bien équilibrée et agile à la fois. Les ventes allaient bon train pour une voiture de plus de 40 000 $. Mais certains journalistes et certains clients lui reprochaient un certain manque de puissance. Porsche réagit en augmentant la puissance moteur de 25 chevaux et grâce à divers petits réglages du moteur, le temps du 0 à 100 km/h fut réduit d'une seconde. Cette version plus musclée fut nommée Boxster S. L'augmentation de la vitesse et des options disponibles entraîna aussi une augmentation du prix d'environ 10 000 $, ce qui ne fut pas un frein pour les fans de la Porsche. Toutefois, au sein de l'entreprise, on savait que la réputation de Porsche reposait sur la 911, le produit vedette de la marque. On commença donc à travailler sur une nouvelle voiture pour le XXIe siècle. La Porsche la plus populaire n'avait pas subi de vraie refonte depuis 1963. Elle était riche de 35 ans d'histoire et de foule d'acheteurs fidèles qu'il ne fallait pas décevoir. Le défi était donc de respecter son passé tout en la rendant prête pour le prochain millénaire. Seule la réaction du public allait compter, et l'on présenta la voiture en public en 1997. Par son aspect, il n'y avait pas de doute que c'était bien une 911. Les gens furent sensibles à cette refonte. Certains puristes furent choqués par le refroidissement par eau qui avait remplacé celui à air, mais ils furent conquis par les performances. C'était bien une Porsche à 100%. La nouvelle 911 donna naissance à une ligne complète de véhicules en version turbo, Targa et GT. Parmi les premiers modèles était un cabriolet qui pouvait rappeler à son propriétaire les sensations des Porsche décapotables classiques. Savant mélange de confort, de luxe et de vivacité de conduite. Le moteur de 315 chevaux était le plus puissant jamais offert en aspiration normale, son débit étant optimisé par une nouvelle électronique pour augmenter la puissance et réduire la pollution. Ce nouveau moteur propulsait la voiture de 0 à 100 en tout juste 5 secondes. Afin de garder ses bolides sous contrôle, un système informatique embarqué de stabilisation fut ajouté à la suspension à roues indépendantes. Toute perte d'adhérence à l'avant ou à l'arrière entraîne une séquence de freinage appropriée ou modifie la puissance du moteur pour que la tenue de route soit constante. Et pour ceux qui désiraient encore plus de maniabilité, Porsche créa la Carrera 4S, une 4 roues motrices agressive et qui colle à la route. Même si la 911 demeurait toujours le produit phare, Porsche ne pouvait ignorer la popularité des tout-terrains. Et c'est en 2003 que le Cayenne, un véhicule au nom si pimenté, vint rejoindre l'écurie Porsche. D'après Porsche, ce véhicule de 450 chevaux était bel et bien le premier tout-terrain à mériter l'adjectif sportif. Son V8 nerveux le propulsant de 0 à 100 en un peu plus de 5 secondes. Avec le Cayenne, Porsche pouvait offrir une gamme plus étoffée et de quoi réjouir un nombre de fans encore plus grand. Mais Porsche ne se repose pas que sur son tout-terrain pour pimenter les choses. La marque a pris l'engagement de créer des voitures sportives, rapides et d'avant-garde pour tous les fans de Porsche sur notre planète. Et elle doit s'y tenir, car pour certains propriétaires, Porsche est devenu un mode de vie. Des clubs de propriétaires ont vu le jour sur tout le globe. Les meetings auto du week-end, les écoles de conduite sportive et les voyages organisés mettant à profit les qualités des voitures ont tous aidé à bâtir une communauté Porsche internationale. Les collectionneurs pourront toujours débattre pour savoir quel modèle représente au mieux le patrimoine de Porsche. Mais quelle que soit leur opinion, il est très clair que Porsche a créé une famille de voitures fougueuses, conçues par des gens qui aiment les voitures pour ceux qui aiment les conduire.
cette passion a fait de Porsche une véritable et durable légende de l'automobile.